Comment tu vas, Johanna? Ça va très bien, alhamdoulilah, un peu fatiguée, mais ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va super, alhamdulillah. Bah, c'est les vacances ici, donc Oui, on s'ennuie pas. moi aussi. Et du coup, alors notre thème de ce soir, c'était comment fidéliser son client dans un environnement concurrentiel. Mais avant d'aborder le thème, donc en fait, je voulais rappeler que si on était en live, toi et moi, ce soir, c'est parce que tu as rejoint l'équipe Powiz. Tu Yes, étais devenu business trainer chez Powiz, donc ça veut dire que tu vas suivre comment dire, des gens parmi la nouvelle promotion de trainees qui vont nous rejoindre à partir de janvier. tout à fait. Et du coup, comment dire, tu vas pouvoir mettre à profit toutes tes connaissances en marketing et dans tous les domaines relatifs à la création d'entreprise pour accompagner ces nouveaux trainees. C'est ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Et bah, du coup, je suis super contente d'adopter ce thème. Alors, il y avait deux thèmes aujourd'hui. C'était soit le marketing des maisons de luxe, Oui, soit le customer relationship. Et finalement, c'est c'est ça. celui-ci qui l'a emporté de peu. C'est ça. Bon, un très beau thème aussi. Ouais, un très beau thème. Alors du coup, bah, si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser en commentaire et puis comme ça pourra nous permettre aussi d'alimenter un petit peu ce live pour pouvoir mieux répondre aux questions que vous vous posez sur la fidélisation. Déjà de manière générale, comment dire, la fidélisation pour toi c'est un thème comment dire, qui concerne quel domaine, quel secteur, où est-ce que la fidélisation elle est le plus important, elle est la plus importante? Est-ce que c'est dis-nous en plus. Bah, en fait, moi, je pense que la fidélisation, elle est importante partout. Pourquoi? Parce que de nos jours, à l'ère du digital, voilà, on a de plus en plus de marques, de plus en plus de services, de plus en plus de produits. Et en fait, les consommateurs, ils se retrouvent un petit peu perdus entre tous ces produits, tous ces services, et parfois ils ont tellement le choix qu'ils ne savent plus quoi choisir. Donc c'est vrai que la fidélisation client, ça peut être un moyen, c'est même un moyen de recruter forcément des nouveaux consommateurs, mais aussi d'orienter le consommateur vers votre produit plutôt qu'un autre, déjà. Ça concerne absolument tous les domaines. Moi, comme beaucoup de personnes le savent, j'ai une prédilection pour le domaine du luxe. Et même dans le domaine du luxe, la fidélisation client est très très importante. Donc en fait, si je te Avant, suis, si je te suis, fidéliser, c'est aussi indispensable pour pouvoir se démarquer. tout à fait, à mon sens. À mon sens, la fidélisation de nos jours, elle a beaucoup évolué. C'est beaucoup plus qu'une simple carte de fidélité ou qu'une simple inscription à une newsletter. Je pense que ça a une dimension beaucoup plus importante aujourd'hui. Mhm. Ouais, bah on pourra en parler, la dimension de la fidélisation, au-delà de la carte de fidélité et des programmes basiques auxquels on est habitué. Ça, ce sera un point intéressant à voir au cours de ce live. Et Tout à fait. tu disais que la fidélisation, c'est un moyen de se démarquer. Et finalement, est-ce que ça veut dire que en fait, le client, à chaque fois qu'il achète quelque chose, il est dans une situation où il hésite entre plein de marques, même s'il a déjà acheté chez ta marque, à chaque fois qu'il va vouloir faire un nouvel achat, il va hésiter entre différentes marques? Pas forcément parce que après, bon, bah, la fidélisation, ça, ça découle de plein de choses. Le client peut venir chez toi par facilité, parce que tu es à côté de chez lui ou parce qu'il veut pas prendre de risques, mais aussi il peut venir chez toi vraiment parce qu'il préfère ta marque. Mhm. Voilà. Alors, comment on Donc, fait? Ça, c'est ce que tout le monde veut savoir. Comment on fait pour c'est qu'il ça. préfère ta marque? C'est ça. Alors, moi, je pense qu'il y a pas de solution magique, forcément. Mais je pense qu'il y a deux points essentiels, quand même, pour que un client vienne vers notre marque plutôt qu'une autre. D'accord. Déjà, je pense que le premier, c'est qu'il faut mettre en avant son avantage concurrentiel. Mhm. Parce que si on ne le met pas tout de suite en avant, c'est pas le client qui va venir le chercher. Malgré qu'il y a beaucoup d'outils comme les comparateurs, etc. Bon, c'est mieux de le mettre en avant et de le montrer tout de suite au client Mhm. pour que notre offre soit visible
et pour que déjà le client il a un aperçu global de ce qu'on propose. D'accord. Donc, finalement, l'avantage concurrentiel, il faudrait le faire apparaître comment dire, à quel stade du parcours client? Et bah, très bonne question. Bah, je pense il faut pas trop tarder. Je sais pas, par exemple, si je veux acheter une tablette Mhm. et que je commence à comparer, les différentes offres, bah, je vais regarder les caractéristiques de la tablette et puis peut-être que mon choix va se faire dans les 20 premières minutes. Mhm. Donc je Donc, pense qu'on doit le mettre en avant vraiment rapidement. mhm. Limite, avec chaque produit, en fait, la baseline, elle devrait se baser sur l'avantage concurrentiel. Limite, ouais. Mhm. Franchement, limite. Moi, je pense que on devrait, si on propose un produit ou un service, on devrait toujours se demander pourquoi le client va préférer consommer mon produit ou mon service plutôt qu'un autre, plutôt Mhm. que le concurrent. Mhm. Je D'accord. pense qu'on devrait garder cet état d'esprit pour toujours mettre en avant son produit. Mhm. Alors nous, on appelle ça une proposition de valeur. Est-ce que pour toi, Tout à fait. proposition de valeur et avantage concurrentiel, c'est identique ou bien c'est deux choses séparées? Je dirais que ça se rejoint. Ça se Ouais. rejoint dans le sens où la proposition de valeur, c'est peut-être un peu plus global Mhm. que l'avantage concurrentiel, peut-être que, quoique la proposition de valeur aussi, parce que ça peut être associé à chaque produit ou à chaque service. Donc, ouais, je pense que ça se rejoint beaucoup. D'accord, ok. Oui, donc c'est deux concepts qui sont assez similaires. C'est ça. Mhm. Mais Donc après, je pense que c'est pas non plus l'essentiel de la fidélisation, mais c'est déjà un premier pas. d'accord. Donc le premier point, c'est vraiment tout de suite mettre en avant, donc assez tôt dans le parcours client, dès que le client il est en contact avec notre marque, qu'il tout de suite soit exposé à notre avantage concurrentiel. C'est ça, je pense. Pour que déjà le client puisse se faire une idée, étant donné l'innombrable produits et services que l'on peut trouver, par Oui, exemple. ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis ça, on va dire que c'est pour les marques qui, entre guillemets, débutent ou qui n'ont pas forcément de moyens. Mhm. Voilà. Ça, c'est un moyen facile, en fait, Mhm. d'attirer. Mhm. Parce que, après, pour revenir à mon deuxième moyen, bon, là, c'est un petit peu plus complexe. Moi, je pense que la fidélisation client, elle découle forcément d'une qualité de service irréprochable et que pour fidéliser un client, il faut absolument le mettre au cœur de sa préoccupation. Mhm. Donc certes, la quantité, c'est bien, mais la qualité, ça sera toujours un avantage vis-à-vis de la concurrence. Et là, ça passe par l'expérience client. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours dans le domaine du retail, dans les magasins. Les équipes se focalisent tout le temps sur l'expérience client. D'accord. Alors le retail, pour les gens qui ne connaissent pas, tu peux nous expliquer ce que c'est que le retail? Bien sûr, bah, le retail, c'est par exemple bah, les magasins, les boutiques en propre, les chaînes, voilà. C'est la Donc tout ce qui distribution touche en vraiment. fait? En fait, c'est tout ce qui touche au domaine du physique, tout à fait. Par exemple, le domaine du retail, bah, c'est les boutiques en propre, voilà. C'est la vente physique en fait, le retail, c'est ça? C'est ça, c'est Ok. la vente physique, tout à fait. Ok, très bien. Donc, en retail, on est très préoccupé par l'expérience client, c'est ça? Donc ça C'est veut ça, dire, parce que juste te pose une question parce que du coup, oui, je pense à nous et puis à des tas d'entreprises qu'on accompagne et qu'on connaît. Quand on est totalement digitalisé, notre expérience retail, elle va avoir lieu lors des rencontres sur des salons physiques, par exemple. En fait, c'est nous ça, qui sommes digitalisés, si on fait un salon, c'est à c'est ce ça, moment-là qu'on est, entre guillemets, comme dans une expérience de retail. tout à fait, Donc tout finalement, à tes fait. conseils, ils vont s'appliquer aussi bien à quelqu'un qui a une boutique physique qu'à Mhm. quelqu'un qui ferait de temps en temps des salons. C'est ça? Bien sûr, parce que c'est pas forcément parce qu'on n'a pas de boutique physique ou qu'on vend un service qu'on ne peut pas créer une belle expérience client. D'accord. L'expérience client, on peut la créer en face à face, Mhm. voilà. Mais on peut aussi la créer à distance avec, je sais pas,
un super service client, si c'est pour un produit, une facilité à commander ou une facilité pour les échanges ou pour les remboursements, un super packaging soigné avec un petit mot. Voilà, il y a plusieurs manières de prolonger le service client et de faire vivre au client une belle expérience, même si on ne le rencontre pas. D'accord. Et je pense que c'est d'autant plus important que l'expérience client elle soit belle quand on ne rencontre pas le client. C'est ça. Parce que du coup, C'est ça, tout à fait. il n'a que l'expérience finalement pour se baser par rapport à nous. Voilà, c'est difficile, on est à travers un écran, voilà, on a peut-être plus d'a priori, on n'a pas la personne en face de nous. Donc c'est d'autant plus difficile de faire vivre une belle expérience client quand on n'a pas la personne en face de nous. Donc d'où Mais c'est pas impossible. Et d'où l'intérêt finalement d'avoir aussi de temps en temps des points de rencontre physiques avec ses clients. Tout à fait, des pop-up stores, des salons, des événements. Voilà, ça permet de créer un lien. Créer un lien, c'est très important. Ouais. Voilà. Dans la fidélisation client, on dit tout le temps que, il est préférable qu'un client vous rende visite et soit satisfait et reparte sans achat, plutôt qu'un client vienne vous voir, achète et ne revienne jamais. Créer un lien avec son client, c'est très important pour la construction de la fidélisation client. Ouais, donc c'est vraiment ce que tu es en train de dire là, moi c'est quelque chose que j'aimerais que tout le monde entende dans le sens où il faut avoir une vision à long terme. C'est pas le tout de faire des ventes sur un court terme pour après avoir trop d'insatisfaction et une faible qualité de produit ou de service. C'est vraiment d'essayer de voir à long terme comment on peut satisfaire les clients actuels pour pouvoir les fidéliser par la suite. C'est ça. Donc ça, c'était les 2 points sur lesquels reposait la fidélisation, c'est ça? C'est ça. Ok. Et puis, si j'ai un bel exemple à donner de parcours client, si je peux me permettre, Bien Emmanuel. Sûr, mais of course, on est là pour ça. Alors, alors certains ne le savent pas, mais j'ai travaillé au Galeries Lafayette Champs-Élysées. Ouais. Et en fait, eux, ils avaient un objectif, c'était faire revenir la clientèle parisienne qui avait complètement déserté les Champs-Élysées suite aux attentats, à la crise économique, etc. Ouais. Et leur but, c'était vraiment de faire vivre aux clients une expérience shopping sans couture, fluide. Voilà, que le client reste à flâner 3 heures dans le magasin. D'accord. Et c'était assez difficile comme objectif, sachant qu'il y a déjà un super magasin des Galeries Lafayette au boulevard Haussmann, qui est mythique et antique. Et en plus de ça, il y a beaucoup de concurrence sur les Champs-Élysées. Oui, forcément. Donc, c'est ça. Donc, eux, ils ont misé sur déjà leur offre, qui était un petit peu différenciée de ce qu'on pouvait trouver ailleurs. Si on peut comparer avec Colette, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'était un magasin qui proposait des produits qu'on ne peut pas trouver partout. Vous voyez, des exclusivités, etc., des collaborations. Et ils ont tout misé, donc outre sur la beauté du lieu, l'architecture, le merchandising, ils ont tout misé sur l'expérience client. C'est-à-dire que dès que le client rentre dans le magasin, il est plongé dans un univers. Voilà. Donc déjà dans un univers visuel, et puis aussi dans un univers olfactif, parce que le magasin avait un parfum propre à son identité de marque. Un parfum avait été créé pour la boutique. Ils ont aussi tout misé sur le staff. Donc le staff, c'était des personal stylists. Donc c'était pas des vendeurs, c'était beaucoup plus que ça. Donc les personal stylists pouvaient accompagner leurs clients dans les étages, les conseiller, que ce soit à la beauté, à la chaussure, à la maroquinerie, n'importe où, pour créer un lien. Et on avait pour objectif vraiment de parler du lieu, de l'histoire et de s'intéresser à notre client. D'accord. Et ça, en fait, je fais juste une parenthèse, je trouve ça génial de réinventer le concept de vendeur.
C'est-à-dire C'est que ça. quand on rentre dans un magasin, le vendeur, soit on veut le voir parce qu'on veut lui demander un truc, et là je pense plutôt aux magasins comment dire, d'électroménager, comme Darty, comme la Fnac, en général on court après les vendeurs qu'on n'arrive pas à voir. Et au contraire, dans d'autres types de magasins, on ne veut pas que la vendeuse vienne nous parler parce qu'on pense qu'elle va nous casser les pieds. C'est ça. Tout à Et, fait. et finalement, ils sont sortis de cette dualité-là pour réinventer le rôle du vendeur. Et donc, ils ont adopté un vocabulaire différent, puisque de vendeur, vous êtes devenu personal stylist. Donc, Oui, du coup, ça n'a rien à voir, tu vois. Et donc, en réinventant ce rôle, on réinvente aussi le lien qui existe entre le vendeur qui n'est plus vendeur, qui devient personal stylist, et le client. Et finalement, ah, le vendeur à la base, bah, c'est quelqu'un qui veut te vendre quelque chose, alors que le personal stylist, c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi, prend soin de toi, est là pour t'aider. Du coup, ils ont complètement réinventé la notion de vendeur, c'est ça. je trouve ça top. C'est ça. Et justement, comme tu dis par rapport à l'approche, donc les personal stylistes avaient pour instruction de ne surtout pas accueillir le client avec un bonjour madame, bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Vous Mhm. voyez, ça C'est c'est quelque chose typiquement. qui était beaucoup trop classique. Il Mhm. fallait avoir une approche personnalisée pour montrer qu'on s'intéresse au client. Alors certes, c'est difficile, Mhm. mais ça prouve qu'on s'intéresse au client. Ouais. Et, euh, et quand on avait créé ce lien avec le client, on avait quelque chose qui s'appelait le service personal stylist, donc qui permettait de rester en contact avec son client, donc qui nous donnait ses coordonnées. Et là, ça allait beaucoup plus loin qu'un simple email ou une inscription à une newsletter ou une carte de fidélité. On pouvait communiquer avec lui en direct par SMS. D'accord. Sur des numéros Donc, professionnels ou comment? c'est ça, c'est ça. On avait un numéro professionnel avec notre listing client et on communiquait avec nos clients qui pouvaient nous envoyer des textos. D'accord. Et sur n'importe quel sujet, ils pouvaient réserver un produit ou demander si telle référence était rentrée, prendre un rendez-vous. Voilà. Donc là, ça a créé une véritable expérience client. Et même si le client n'achète pas au moment T, on a possibilité de pouvoir le relancer et communiquer avec lui. Et Mhm. là, créer un véritable lien. D'accord, ok. Donc ils sont vraiment précurseurs dans comment dire, dans la réflexion qu'on peut mener sur vraiment réinventer le rôle du vendeur, C'est ça, c'est ça, dans un objectif de fidélisation. c'est ça. Et l'objectif, c'était vraiment, donc grâce au personnel stylist, de faciliter le parcours client dans le magasin, étant donné que c'était un concept store tout nouveau et que personne n'avait l'habitude de ce genre de magasin, vraiment guider le client à travers le magasin pour qu'il ait la plus belle expérience possible. Mhm. Et aujourd'hui, donc il y a des tas de gens qui regardent ce live et je pense qu'ils se posent peut-être la question suivante, à savoir comment nous, des petits futurs entrepreneurs ou des porteurs de projets, on peut s'inspirer de cette démarche d'un grand magasin pour pouvoir en tirer aussi des bénéfices. Alors, je pense que, comme je l'ai dit, il faut rester à l'écoute de son client. Il ne faut pas être fermé. Il faut rester ouvert et savoir prendre les bonnes critiques comme les mauvaises et savoir écouter son client et rebondir sur ce qu'il nous dit Mhm, pour lui offrir un service toujours meilleur afin justement de le garder. mhm. Étant donné que c'est vrai qu'on est petit, on ne peut pas forcément taper dans un service comme ça. Donc je pense que la proximité du client, ça va faire la différence. Et aussi, je ne sais pas si on en a parlé, mais ça peut avoir aussi une autre dimension, comme une dimension affective par Mhm, rapport à l'image de marque qu'on renvoie. totalement. Ça aussi, c'est très important, le côté affectif. Mhm. Le côté affectif, alors moi quand tu parles de ça, forcément ça me renvoie à l'idée de la communauté, l'idée de créer une communauté, et là tout de suite je pense aux réseaux sociaux. Je C'est sais pas ça. si tu penses à ça aussi, mais moi Ouais, je pense en fait à tous ces gens qui commencent, qui se lancent. On commence souvent par les réseaux sociaux parce que ça, c'est à moindre coût. Ça prend du temps et de l'énergie, mais ça coûte pas d'argent ou presque pas. Donc souvent on passe par là pour créer justement une communauté et avoir bah, plus qu'une relation de je vends et vous achetez, mais une vraie relation de euh, on échange autour d'un contenu qui va nous intéresser. On a un vrai partage et ça va dans les deux sens. tout à fait. Tout à fait. Et le fait de créer une communauté va forcément créer des liens.
Mhm. et donc va créer un attachement, et donc va créer un attachement durable à la marque, en fait. Mhm. C'est un cercle, vraiment. Mhm. Et c'est le point de départ, vraiment. Si on vend nos produits et nos services et qu'on est détaché de nos clients, qu'on est détaché de notre univers et qu'on vend juste pour vendre et qu'on tape que sur le quantitatif, ça peut fonctionner, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, sur du court terme. Mhm. Sur du court terme. Parce que au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a tellement de concurrence que le client, il cherche aussi un petit peu à être valorisé, à faire partie d'une communauté, et il veut savoir aussi pourquoi il achète votre produit. Ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie des grandes tendances 2020, la prise de position des marques. Comment dire, les consommateurs attendent des marques qu'elles prennent position dans des débats qui les concernent. Donc, tout de suite, moi, je pense à l'exemple de Nike, hein, donc, dont on a beaucoup parlé. Nike qui s'engage sur différents terrains, que ce soit le terrain de la lutte contre les violences policières aux États-Unis, donc de la lutte de la maltraitance des minorités, mais voilà, qui s'engage sur plein d'autres terrains, et aussi en faveur des femmes voilées et des femmes en général. Mais ça, c'est une attente qui se globalise et qui va, comment dire, qui va en fait se répandre en courant 2020. Où les consommateurs vont vraiment attendre que les marques ne soient plus là uniquement à faire de la diffusion de leurs valeurs, mais agissent concrètement pour leurs valeurs. C'est ça. Alors, on a une petite question. Mhm. Est-ce que être très actif sur les réseaux sociaux est une condition obligatoire pour créer une communauté? Tu veux répondre ou je réponds? Bah écoute, je veux bien répondre et puis si tu veux Vas-y, compléter. ben vas-y. Alors, être très actif, ça dépend ce que tu entends par... Bon, déjà, Sarah Mako. Être très actif, je sais pas ce que tu entends par très actif, mais en tout cas, il faut être actif. C'est-à-dire que forcément, sur les réseaux sociaux, bah, il y a beaucoup de comptes, en plus il y a l'algorithme d'Instagram, etc. Donc forcément, il faut poster régulièrement pour avoir déjà une visibilité. Et ensuite, quand tu auras cette visibilité, tu pourras créer ta communauté qui va interagir avec tes posts, etc. Donc, pour répondre à ta question, je pense que oui. Ouais. Et je dirais, pour compléter un petit peu ton propos, je dirais que c'est pareil, le mot très actif, c'est très vaste. Mais en revanche, on doit être actif parce que ça fait partie, comme on l'a dit, du processus de création de liens, d'être actif sur les réseaux sociaux, d'être actif en termes de qualité. Il faut avoir une présence, mais il faut avoir une présence de qualité. Vous aurez de meilleurs résultats si vous ne postez qu'une seule fois par semaine un contenu qualitatif plutôt que si vous postez tous les jours parce qu'il faut poster. En termes de liens, en termes d'image de marque et donc en termes de fidélisation, il y aura de meilleurs résultats à avoir du contenu de qualité. Mais le contenu, c'est pas la seule chose. On a aussi réellement la création de la communauté, de créer une communauté sur les réseaux sociaux et d'avoir beaucoup d'échanges, que ce soit en commentaire ou en message privé, avec les gens qui nous suivent et que l'on suit. Je prends juste une petite question, Johanna. Il y a quelqu'un qui nous demande, Powys, vous travaillez avec les hommes sur les projets? Oui, notre équipe, elle est déjà dans notre équipe, il y a des hommes et il y a des femmes. On a aussi des trainees qui sont, comment dire, qui sont des hommes, qui sont des femmes. On a des musulmans, des non-musulmans. Powys, c'est un organisme de formation qui est vraiment ouvert à tous. Donc voilà pour la petite réponse. D'ailleurs, on a je fais une petite parenthèse. On a donc une session de formation qui commence le 5 janvier. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose qu'on fixe un rendez-vous téléphonique pour en parler, parce que présenter une formation en quelques mots, ce serait réducteur. Mais on a des créneaux téléphoniques qui sont réservés aux porteurs de projets, dans lesquels eh bien, on parle d'abord de leur projet, on leur donne d'abord des conseils sur leur projet, et éventuellement de voir si Powys peut les aider. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait une autre question, Johanna, je ne sais pas si tu l'as vu passer. C'est Ilham qui nous demandait, et d'ailleurs Ilham, elle est trainees, elle commence en janvier. Du coup, Ilham, elle nous demandait, pensez-vous qu'afficher son visage sur les réseaux sociaux est-il important pour créer une relation client plus intéressante?
Qu'est-ce que tu en penses, Johanna? Alors moi, personnellement, je pense que non. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'afficher sa vie ou son visage sur les réseaux sociaux pour créer une communauté. C'est vrai qu'on est dans une ère où afficher son visage et sa vie, ça fait parfois plus vendre. Mais après, je veux dire, si on a un produit ou un service en béton, avec des bons arguments de vente, une bonne proposition de valeur, on n'a pas forcément besoin de faire ça. On n'est pas obligé, en fait. Il n'y a aucune obligation. C'est ça, il n'y a aucune obligation et je dirais que comment dire, à l'image de l'exemple que tu as cité, les Galeries Lafayette, elles ont réinventé le concept de vendeur. Donc moi, j'aime beaucoup en fait ce genre d'initiative qui est un petit peu l'idée un petit peu, derrière, c'est de créer ses propres règles. Si aujourd'hui il y a des gens qui montrent leur visage et qu'il y en a d'autres qui ont envie de réussir sans montrer leur visage, eh bien ils peuvent créer leurs propres règles pour y arriver. Et il y a un compte que je suis depuis longtemps et c'est une personne auprès de que j'avais sollicité pour du coaching. Que j'apprécie beaucoup, qui est Bottilicieuse, tu dois la connaître puisqu'elle est dans le domaine du luxe également. Et c'est une personne qui a monté les échelons uniquement sur 2 points, la qualité de son contenu et la relation qu'elle entretient avec sa communauté, parce qu'elle répond à tout le monde. Je ne sais pas comment elle fait en fait, elle répond vraiment à tout le monde. Et du coup, elle a bâti comment dire, les fondations d'un empire qui, à mon avis, n'est pas prêt de s'arrêter, de s'étendre. Donc ça, c'est une personne qui a réinventé les règles du jeu. Tu regardes son Insta, il n'y a que des photos de ses pieds et de ses chaussures, parce que c'est une fan de chaussures. Voilà. Et voilà. Et justement, comme tu disais, donc pour rebondir encore, tu dis qu'elle répond à tout le monde. Donc justement, en faisant ça, elle crée du lien. C'est ça, c'est ça. Et tu le disais tout à l'heure, c'est hyper important de communiquer avec les clients tout au long. Moi, comment dire, chaque fois, quand je vois des marques qui laissent des commentaires auxquels ils ne répondent pas, qui ne remercient pas les gens qui leur laissent des avis sur leur page Facebook, qui ne republient pas quand les gens les taguent en story, je me dis, mais ces gens-là, ils auraient besoin justement de Johanna pour leur parler un petit peu de la fidélisation client, parce que c'est tellement dommage quand ta communauté te tend les bras comme ça, te laisse des avis et que tu ne rebondis pas dessus. C'est vrai. C'est vrai. En plus, ça fait, comment dire, ça fait un effet boomerang, quoi. Tu réponds, ça se met c'est plus visible, tu vois. Bon, mais écoute, on n'a pas tous la même vision des choses. Je pense que les gens n'en ont peut-être pas conscience, en fait, ils n'ont peut-être pas conscience que répondre à un commentaire sur les réseaux sociaux, c'est pas juste passer du temps sur Facebook ou sur Insta, mais c'est fidéliser, tu vois. Je pense qu'il y a peut-être comment dire, des carences dans la formation qu'ils ont reçue pour devenir entrepreneurs. Ouais, mais c'est hyper important, tu vois. Et surtout, des fois, le client, il s'attend pas à ce que la marque lui réponde. Donc, quand la marque lui répond, que ce soit, voilà, ça flatte son ego, entre guillemets. Ça le valorise. Il est content, ça le valorise tout à fait. Donc, c'est important de le faire. Oui, comme tu le disais, c'est de l'affectif. Donc, dès que, imagine un client qui ne s'attend pas à ce que tu lui répondes et il y a quelqu'un de ton équipe qui est là et qui lui répond hyper rapidement, en plus, quelque chose de très, comment dire, de très bienveillant, de très positif, bah forcément, c'est un bon début, on va dire. C'est ça, tout à fait. Alors, on a une autre question. Wa alaykoum salam pour toutes les personnes qui nous saluent. On a une autre question. Alors, assalamu alaikum, alaykoum salam. Il y a des comptes pro qui partagent aussi des contenus privés, humour, shopping, humeur, etc. Est-ce également une manière de créer une communauté? Et j'ajouterais, est-ce également une manière de fidéliser? Johanna, qu'est-ce que t'en penses? Oui, pour moi, oui, parce que après que tu vendes ou pas un produit, si tu publies, si tu as des gens qui te suivent, si tu as des gens qui t'envoient des messages, forcément, c'est créer une communauté. Peu importe que tu vendes quelque chose ou pas, tu peux créer une communauté grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux. Après, bon, c'est facile ou c'est difficile selon comment tu t'y prends. Mais oui, les comptes comme ça, pour moi, ils ont une réelle communauté.
Et pour eux, après, s'ils veulent vendre quelque chose, c'est beaucoup plus facile derrière. Je vais prendre un exemple, donc pour moi, c'est pas un très bon exemple, mais c'est ce qui me passe par la tête. Par exemple, les participants de télé-réalité, à la base, ils vendent rien du tout, mais ils ont une communauté par rapport à leur notoriété, et par derrière, ils vendent des produits. Donc, pour moi, oui, les comptes comme la demoiselle vient de citer, c'est créer une communauté, tout à fait. Et donc, par extension, c'est fidéliser parce que je me dis que, euh, bon, déjà, en termes de privé, c'est à chacun de poser le cadre. Chacun décide de ce qu'il va montrer de sa personne, et c'est ce qu'on appelle le personal branding. C'est quelque chose qui se travaille, qui s'encadre. Donc notre personal branding, il peut aller très loin dans notre vie privée, comme au contraire, il peut être limité à seulement certains domaines, et que ce soit bien cadré. Mais dans tous les cas, les gens s'habituent à ta personne. Et donc, si les gens s'habituent à ta personne et que toi, derrière, tu sors une marque, bah, du coup, les gens, ils se rapprochent de toi en achetant ta marque. Et on a vu comment dire, des, ça s'appelle pas des acteurs, mais des gens justement de la télé-réalité comme ça, qui après ont fait d'autres choses, et leur communauté, comme tu le disais, les a suivis, parce qu'ils se sont habitués à eux, ils se sont attachés à eux, il y a de l'affectif, et du coup, eh bien après, ils continuent à les suivre. Tout à fait, c'est ça, c'est le but. Mhm. Effectivement, c'est le but. Après, donc, la personne, elle demande, elle dit, ça fait un peu fouillis de tout mélanger. En fait, c'est comme tout, ça dépend comment c'est fait. Le personal branding, c'est hyper puissant, mais ça dépend comment c'est fait. Ça dépend, il y en a qui maîtrisent ça à merveille, parce qu'ils savent transformer leur vie en contenu, ils savent faire du storytelling sur leur propre quotidien, et d'autres qui se contentent juste de filmer tout ce qu'ils font, et il n'y a pas de réflexion stratégique derrière. C'est ça. Après, c'est une question aussi de dosage. C'est sûr qu'on ne peut pas tout mélanger. On ne peut pas faire un compte qui propose de l'humour, de la mode, de la beauté, de la musique. Mais après, je pense aussi que ceux qui font du personal branding, ils sont très forts dans le sens où ils savent aussi comment doser. Voilà. Leurs publications, elles sont calculées quand même. Ils postent pas n'importe quand, envers n'importe qui. Voilà. C'est quand même réfléchi. C'est ça, et puis il y a même une scénarisation. Il y a une véritable scénarisation, c'est-à-dire que moi, j'ai vu des influenceurs sur Instagram rendre intéressante une simple visite au restaurant. C'est-à-dire que vous prenez deux comptes qui vont aller deux personnes, deux influenceurs qui vont aller dans le même restaurant. Donc vous allez avoir l'influenceur numéro un, il va aller dans le restaurant, il va photographier son plat, il va dire c'était super bon, on a super bien mangé, il y avait ça en dessert, ça en entrée, machin, et voilà. Ça, c'est le cas numéro un. Et vous avez le cas numéro 2 qui va scénariser réellement son expérience au restaurant. Donc déjà en amont, il va dire, voilà, aujourd'hui j'ai choisi tel restaurant, est-ce que vous me le recommandez ou pas et tout. Donc les gens vont commencer à discuter avec. Bon, ben venez, je vous emmène avec moi. La personne elle va se prendre en photo dans les endroits clés avec le décor et tout. Et après, il va y avoir vraiment comment dire, une scénarisation étape par étape. Et après, une conclusion. Donc, on est vraiment dans comment dire, cette structure de début, milieu, fin qui est propre au storytelling. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est vrai. C'est comme tu l'as dit. Alors, du coup, Samaïko, je suis d'accord, l'indifférence des marques face aux commentaires a un impact négatif. Prendre le temps de répondre montre l'intérêt de l'entreprise face à la clientèle. Je parle en tant que cliente. Est-ce que, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Alors, il y a plein de questions, c'est cool, vous êtes super actifs ce soir. Est-ce qu'on doit récompenser un client fidèle et ou un client qui nous recommande auprès de ses proches? Alors justement, tout à l'heure, tu nous parlais des programmes de fidélisation, qu'aujourd'hui la fidélisation, ça allait plus loin que la carte de fidélité et tout. Alors je pense que là, c'est le bon moment de nous parler de tout ça. C'est ça. Alors, pourquoi moi, je ne m'attarderai pas trop sur les programmes de fidélisation? Parce que on est dans une ère où, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a des promotions tout le temps. Qu'on ait des cartes de fidélité ou pas, on a des promotions tout le temps, partout, avec les codes promo, avec les soldes. Il y a tout le temps des opérations de promotion. Donc, je pense que le système de fidélité classique avec la carte, etc., c'est un moyen pour récolter des informations sur vos clients,
des moyens utiles comme les adresses, l'adresse email, etc. Mais ce n'est pas forcément le point le plus important. Après, pour la question, est-ce qu'on doit récompenser un client fidèle? Bien sûr, ça c'est important. Après, il faut déterminer à quel stade, quand le récompenser et surtout comment le récompenser. Mais récompenser un client fidèle, c'est important et ça va accroître le sentiment d'affection du client envers la marque. Il va être content, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va le valoriser. Et pour valoriser, c'est quoi déjà? Pour récompenser un client qui nous recommande auprès de ses proches, ça c'est assez difficile à le faire dans le sens où on ne sait pas toujours, ou sinon on peut le savoir par le système de parrainage. Vous avez souvent des systèmes de parrainage. Quand vous parrainez un ami, vous recevez 5 € ou 10%. Oui, pourquoi pas, par système de parrainage. Et alors justement, aujourd'hui, tu penses que quels sont les types de systèmes les plus intéressants à mettre en place en termes de récompense, de fidélisation? Parce que la carte de fidélité, c'est un petit peu obsolète, si je comprends bien. C'est ça. Qu'est-ce que les consommateurs veulent, à ton avis, aujourd'hui en 2020? Mais pour avoir travaillé pas mal de temps en magasin, moi j'ai observé que bon, les gens ils aiment bien avoir, nous les consommateurs on aime bien avoir des réductions, etc. Ça c'est sûr. Mais ce qu'on aime surtout c'est avoir un service en plus que les autres n'ont pas, que les autres consommateurs n'ont pas. Par exemple, je prends l'exemple de la beauté comme j'ai travaillé dans ce domaine. Pour l'anniversaire d'une cliente, on offre une mise en beauté gratuite de 15 minutes. Donc déjà, ça permet de la faire venir en magasin, de lui offrir une prestation que les autres clients n'ont pas, donc elle a un privilège. Et en plus de ça, ça peut aussi derrière faire un double coup, on peut lui vendre des produits qu'on va lui appliquer. Bien sûr. Par exemple. Ouais. Ouais, je vois bien. Ouais, je vois très très bien. Donc ça, comment dire, donc finalement, c'est lui offrir une expérience supplémentaire. C'est ça, ou lui offrir un privilège par rapport aux autres consommateurs. Voilà, lui donner ce sentiment de valorisation vs les autres. Alors, quelqu'un qui nous dit que ça s'appelle le service associé qui s'ajoute à l'offre globale. Je suis pas certaine qu'on parle de la même chose, si? Non, je pense pas non plus, non. Je comprends pas trop. Je pense qu'après, c'est peut-être des terminologies différentes en fonction Ça s'appelle le des... service associé qui s'ajoute à... Ah oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Oui, je vois, c'est ça y est, je vois ce qu'elle veut dire, ok. En gros, on a une offre classique et puis on propose quelque chose à côté, ok. Après, oui, c'est pas tellement ça, non, on parlait vraiment de fidélisation, donc Oui. à partir d'un moment où comment dire, où un client atteint un certain stade de fidélité et d'achat. Mais oui, ça peut être une question de terminologie, effectivement, Farah Paupière. Et donc voilà, donc on peut imaginer des expériences supplémentaires pour les clients, mais du coup, on récompense pas, si je comprends bien, on récompense pas tous les clients, c'est ça? Merci beaucoup, Farah Paupière, merci à toi. Bah non, en fait, on peut récompenser tous les clients, mais pas de la même manière. Ça s'appelle la politique d'écrémage, en fait. Ouais. On ne peut pas récompenser tous les clients de la même manière. Déjà, ça serait injuste. Et puis, un client qui achète pour 1 000 €, je ne vais pas le récompenser de la même manière qu'un client qui achète 500 €. C'est pour ça que dans certains programmes de fidélité, il y a des paliers. Je prends l'exemple de Sephora. Au début, vous êtes client white, après vous êtes client black, et après vous êtes client gold. Il y a 3 paliers. Et selon ces paliers, on a des avantages différents. Et je peux vous assurer qu'il y a certaines clientes Sephora Black qui font tout pour passer gold. Ouais. Et il faut ramer pour passer gold. Hein. C'est un parcours du combattant. Il faut ramer pour passer gold, mais je peux vous dire que j'ai vu des trucs et astuces pour passer gold, parce que quand même, les avantages associés à la carte gold sont quand même vraiment pas mal, quoi. Ils sont conséquents. Ils sont conséquents, effectivement, ouais. Donc, on peut imaginer comme ça, quand on... Alors, c'est quand on commence à se développer un peu plus, peut-être, qu'on peut imaginer avoir 1, 2, 3 niveaux de fidélité.
Oui, je pense que déjà, pour commencer, on a un niveau de fidélité global. On peut fixer par exemple un montant ou alors, ou si c'est pas un montant sur un panier en plusieurs fois, un, plusieurs paniers, en plusieurs paniers. Et puis après, on peut commencer par deux paliers. Mhm. Mais au début, oui, faut mieux commencer doucement. Mhm. Et Et, c'est bien tout de suite de se fixer des, des montants et aussi comment on va récompenser et combien. mhm. Oui, oui, donc il faut Parce que, avoir Oui, vas-y. excuse-moi, parce qu'en fait, il faut pas que ça soit non plus. Il faut récompenser le client, mais il faut pas que ça soit non plus quelque chose de trop gros. Je sais pas Mhm. si tu vois ce que je veux Oui, il faut dire. que ce soit mesuré, il faut que ce soit stratégique. C'est ça. C'est ça, tout à fait, voilà. Et alors moi aussi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que en marge des promotions, des réductions qui sont vraiment en euros, il y a des clients comme ça qui sont qui sont fidèles, qui sont investis auprès de la marque. Et ces clients-là, on peut aussi, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, on peut aussi les impliquer dans la construction de la marque. Oui. Est-ce que tu trouves qu'ils aiment ça, les clients, être impliqués dans la construction de la marque? Je pense que oui, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, s'ils se sentent intégrés dans la communauté, ils vont forcément aimer s'impliquer dans la construction de la marque. Mhm. Forcément. Donc un exemple en fait, ce serait de faire de la co-création avec les meilleurs clients. Admettons, vous êtes une marque, de démarrer, vous venez de démarrer, et vous avez eu des gens qui sont vraiment le cœur de votre communauté, qui vous soutiennent, qui achètent chez vous, qui vous recommandent, comment dire, qui partagent, voilà, qui s'impliquent. Ben, ces gens-là, en fait, il faut les repérer et il faut leur proposer quelque chose comme par exemple, je ne sais pas si vous faites des collections, eh bien de co-créer la prochaine collection avec vous ou Ouais, de participer à animer un événement avec vous. Moi, c'est voilà, c'est des petites idées comme ça que j'ai, qui sont facilement applicables, c'est parce ça. qu'on ne peut pas toujours faire des remises quand on démarre. C'est difficile parfois on est juste sur les marges, mais du coup, on peut compenser peut-être avec ce genre d'expérience de co-création. C'est ça. Il y a Casa de Flanelle qui nous dit faire tester ses produits, avoir des ambassadrices par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, Johanna, toi, de repérer des ambassadrices et parmi les clients les plus fidèles, et pour les fidéliser davantage, de leur faire tester les produits en exclusivité, par exemple? Alors ça, je pense que ça peut être bien. Après, peut-être pas quand on est débutant, mais pour nous donner un petit coup de pouce, pourquoi pas. Parce que le fait d'avoir des ambassadrices, en fait, ces ambassadrices vont être des clients promoteurs. Des clients promoteurs, c'est-à-dire qu'elles vont dire du bien de vos produits ou de votre service à votre entourage. Et forcément, quand elle va parler en bien de vos produits ou de vos services à votre entourage, vous aurez que des répercussions positives. Et je pense que ça peut être un bon moyen, mais ça peut être aussi difficile à mettre en place dans le sens où, pour être une ambassadrice, euh, il y a la question aussi de la rémunération. Comment je vais rémunérer cette personne? Est-ce que je vais te donner des produits gratuits? Est-ce que je vais la payer? Il faut aussi que ça rentre dans votre stratégie commerciale et pas que ça vous tire une balle dans le pied. Donc ça, c'est quand même assez délicat. Je sais pas ce que tu en penses, Emmanuel. Oui, ça dépend en fait, ça dépend ce qu'on vend et ça dépend à quel stade de développement on en est. Mais je me dis que Tout par à fait. exemple, si tu lances un premier produit et que tu as certaines personnes qui sont plus impliquées que d'autres, qui vont, bah, comme je disais, l'acheter, peut-être même en acheter plusieurs, le recommander, etc., pourquoi pas ces personnes-là, eh bien, leur proposer d'essayer ton deuxième produit en C'est avant-première. ça. Parce que du coup, comme Voilà. ils ont aimé ton premier produit, comment dire, ça sera plus simple en fait d'échanger avec eux sur le deuxième. Et ils pourront t'aider finalement à le faire connaître et Oui. à diffuser un petit peu la nouvelle, tu vois. C'est un petit peu comme un système de diffusion, euh, comment dire, qui est gagnant-gagnant, dans le sens où tes ambassadrices, ben, elles aiment ce que tu fais, donc elles participent, et toi en même temps, bah, tu les valorises. Ouais. En gros, bon, ça pourrait être un système donc d'ambassadrice, mais à court terme. Pour le lancement du deuxième produit, on sélectionne des gens et puis on récupère leurs témoignages et voilà. C'est
Comme ça, à court terme, pour les petites entreprises, je pense que ça peut être bénéfique. Mhm. Ok, ok, génial. Et alors, est-ce que tu avais encore d'autres choses à nous partager au sujet de la fidélisation client dans un environnement concurrentiel? Oui, est-ce que, je ne sais pas si vous avez entendu parler du marketing sensoriel. Ça rejoint l'expérience client. Mhm. Alors, dis-nous en plus sur le marketing sensoriel. Alors, le marketing sensoriel, en fait, c'est un type de marketing qui va solliciter un ou plusieurs sens et qui va permettre aux clients vraiment de vivre une expérience unique. Mhm. Donc, c'est utilisé par les maisons de luxe pour se réinventer, mais c'est aussi utilisé en grande distribution ou n'importe où. Par exemple, vous avez la sollicitation de la vue. Mhm. Par exemple, avec l'univers du digital, on peut jouer sur la réalité virtuelle, les outils digitaux, les hologrammes, voilà. Ou on peut aussi jouer sur des choses beaucoup plus classiques, comme un merchandising qui est des notes ou des vitrines, Mhm. par exemple. Ensuite, on a Louis. Donc Louis, bon, là après, c'est plus en boutique physique, Louis, parce que ça va être propre à l'ambiance de la boutique, par exemple, la musique, voilà, l'ambiance que vous allez y mettre. Vous avez aussi l'odorat. Le but de solliciter l'odorat, souvent, c'est de recréer un souvenir. L'odorat, c'est le sens du souvenir. Et le but de recréer un souvenir, on en vient toujours à ce sentiment d'affection. Mhm. Par exemple, vous pouvez diffuser un parfum d'ambiance qui est propre à votre boutique. Il y a Abercrombie Fitch sur les Champs-Élysées qui ont un parfum propre à leur boutique. Il y a aussi Diptyque qui est une boutique de parfums, pareil, qui ont un parfum dédié à la boutique Diptyque. Et vous avez aussi dans cette catégorie-là Guerlain qui est très très fort. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont sorti une expérience qui s'appelle MindSense. En fait, c'est hyper complexe, c'est à l'aide d'un casque. Et après quelques questions, ils vous font découvrir des senteurs à l'aveugle et l'ordinateur est capable d'identifier le parfum idéal pour vous. Donc ça, c'est une expérience client qui est hors du commun. Mmh. Vous rentrez dans la boutique Guerlain, vous faites le test, même si vous n'achetez pas le parfum le jour même, vous allez avoir une expérience client qui va être extraordinaire. Vous n'avez jamais vécu ça auparavant. Oui, donc il y a vraiment une recherche aussi de se démarquer complètement dans l'expérience client. Mais tu sais, tout ce C'est que ça. tu dis, en fait, ça me fait penser à une entreprise qui n'est pas du tout du secteur du luxe, mais qui a maîtrisé le marketing olfactif dès ses débuts. C'est Nature et Découverte. Quand tu Oui, rentres dans un magasin Nature et Découverte, enfin, ça fait 20 ans, les premières fois que tu rentres dans ce magasin-là, t'es vraiment plongé dans l'univers c'est ça. par les cinq sens. C'est ça. Dès que tu rentres, tu as l'odeur du magasin avec l'odeur vraiment particulière qui rappelle les huiles essentielles, l'encens, voilà, quelque chose comme ça. Et puis tu as le bruit tout de suite, tu entends les bruits d'oiseaux, les bruits naturels et tout, les bruits de la nature, pardon. Et eux, en fait, ils ont été très très forts dans le marketing olfactif. Je pense qu'ils ont, bah, je dirais pas qu'ils ont été précurseurs, mais ils en ont fait en tout cas comment dire, une marque de fabrique. C'est ça. Bah, le but, c'est vraiment de créer un univers, comme tu D'accord. l'as dit. Eux, Donc, ils ont créé un univers. Le marketing sensoriel, c'est créer un univers à l'aide de un ou plusieurs sens. Donc pour nous, pour les formations POWIS, est-ce que tu crois qu'on va commencer à diffuser du parfum dans nos salles de formation? Est-ce que tu penses que ça peut contribuer à la Bon, concentration des élèves? bah écoute, pourquoi pas? Ça peut peut-être les apaiser, les rendre plus zen. Un parfum Powys, hein, pourquoi pas? Hein, rien n'est impossible. Alors je pense pas qu'on veut les rendre plus zen, je pense qu'au contraire, on veut les rendre plus motivés, on veut les rendre C'est ça, plus confiants. S'il existe une odeur qui donne confiance en soi, eh bien c'est ça. écoute, moi j'achète et puis je la diffuse partout dans les salles de formation POWIS. Pour le début, anti-stress, anti-appréhension.
Oui, anti-stress, anti-appréhension et confiance en soi. Il y a quelqu'un qui dit, pour le e-commerce et pour les entreprises qui n'ont pas de boutique physique, donc tout ce qui est digital, c'est la vue, donc la photographie et passer, une émotion par l'image. Bah, effectivement, oui, il reste que la vue. Oui. Quand on est totalement Bah, digitalisé, il reste que la vue. ouais, pour le e-commerce. Oui, après, pour le e-commerce, ça dépend si tu vends des produits et pas des services. Et tu as aussi le toucher. Tu peux jouer sur le toucher avec des matières. Tu peux jouer dans les matières, dans les compositions, par Quand exemple tu aussi. prépares tes commandes, tu veux dire la préparation de commandes? Tout à fait. Tu peux Mmh. jouer sur les matières Ouais. Ouais, pour, euh, finalement. pour le toucher. Et puis tu peux même peut-être glisser une petite odeur, une petite carte avec. C'est ça. Donc finalement, on n'est pas totalement limité quand même, hein. Il y a Farah Non, Paupière qui dit il y a Louis aussi. bien sûr. Mm. Comme on l'a dit tout à l'heure, oui, la musique d'ambiance, ouais. Après, la musique d'ambiance sur les sites, c'était à la mode par un moment, il y a quelques Oui, années. bon Mais là, c'est voilà. terminé. Et non, mais personne n'a jamais aimé ça, mais il y en a quand même qui se. Comment dire, qui insistaient. Mais non, la musique d'ambiance sur les sites web, oubliez, hein, c'est pas Oui, bon. non, non. C'est C'est pas old bon. school. C'est trop cool. Mais ouais, on peut imprégner les vêtements qu'on vend par un parfum. Oui, ouais, oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Par exemple, quelqu'un qui vend des vêtements et qui veut les imprégner avec un parfum. Alors moi, je dirais pourquoi pas. Par contre, attention au parfum que vous utilisez. Parce que votre goût, c'est pas forcément le goût des autres. Donc, il faut surtout que le parfum que vous utilisez représente votre univers de marque. Et puis surtout, soit pas non plus quelque chose de trop prononcé ou trop entêtant. Parce que si la personne n'aime pas les odeurs entêtantes et quand elle va ouvrir le colis, ça va lui sauter aux narines, entre guillemets, après, ça peut être un retour un petit peu négatif. Mhm. Donc Oui, oui, mais attention. et d'ailleurs, souvent, enfin, on a besoin d'avoir des connaissances en marketing olfactif parce que je me souviens je crois que c'était McDo qui faisait du marketing olfactif, donc en diffusant des odeurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils diffusaient absolument pas des odeurs de nourriture, ils diffusaient des odeurs de propre, des odeurs de produits nettoyants, des odeurs de monsieur propre en fait. Ils avaient fait de nombreux tests et ils avaient remarqué que c'était ça qui mettait les gens en confiance dans les magasins et absolument pas des odeurs de frites par exemple. Donc Mhm. c'était peut-être pas en France, c'était peut-être aux États-Unis, mais comme Oui, quoi. parce que là, Mais oui, oui, je t'assure, tous leurs produits, ben déjà, ils diffusaient dans le magasin, mais aussi de manière subtile, parce que tous les produits nettoyants utilisés avaient la même odeur. Mais bon, c'est McDo, je veux dire, ils ouais, peuvent se permettre des trucs. Mais voilà, c'était une odeur particulière qui rassurait les gens sur la propreté de l'endroit et le fait que c'était un endroit familial où les gens pouvaient venir sans crainte avec leurs enfants, qu'il n'y avait pas du tout de scandale, de viande avariée, de choses comme ça à craindre en fait. Donc tout on peut à passer fait. beaucoup de messages avec le marketing olfactif, hein. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez aussi, vous avez le goût aussi à ne pas négliger, hein. Mhm. Si vous rencontrez vos clients dans un salon ou dans une foire, vous pouvez leur proposer à boire, à manger. Tout de suite, ça met en confiance, ça met le client à l'aise. Encore, ça crée une relation de proximité et ça prolonge l'expérience client. Vous avez plein de marques qui ont fait des collaborations avec des marques qui étaient dans le domaine de la nourriture et qui n'avaient rien à voir. Je pense à Pierre Hermé et L'Occitane, Nina Ricci et La Durée. Voilà. Ça permet aussi de prolonger l'expérience client. Ah oui, et puis surtout si tu fais une collab avec une belle marque, Bien c'est vrai que sûr, ça peut être super intéressant. tout à fait. En À plus, ne pas négliger. c'est de la co-création encore une fois, mais cette fois-ci deux marques qui se mettent ensemble pour co-créer une expérience client unique. C'est ça. C'est vraiment top. Johanna, je n'ai pas vu l'heure passer. Quelle heure est-il? 22 heures déjà. On a beaucoup parlé, c'était passionnant ce Oui, sujet. Comment dire, en général, les lives, ça dure 30 minutes, mais là, ben, on s'est lâché. C'était vraiment un plaisir pour moi. Est-ce que tu as encore des petites choses à ajouter? Peut-être, allez, s'il nous reste 4-5 minutes. S'il y a encore des questions sur la fidélisation client, on va en prendre une dernière. Et c'est après, ça. on va se quitter. Je pense qu'on a fait le tour. Après, oui, s'il y a des gens qui ont des questions, Alors, on en a deux. On a pour les métiers de bouche qui n'ont pas d'accueil client, la pâtisserie, est-ce qu'il n'y a que la vue et les dégustations? Et pouvez-vous nous parler de l'importance du packaging produit? Donc, on va s'arrêter là après ces deux questions-là. yes. Alors, pour les métiers de bouche qui n'ont pas d'accueil client, il y a que la vue et la dégustation.
Il y a la vue, il y a le goût, et puis il y a Le toucher. l'odorat et le toucher aussi. Hein. Mhm. Le toucher aussi, tout à fait, la texture. Il faut surtout pas vous limiter par rapport à votre produit en fait. Il faut vraiment que vous exploriez toutes les possibilités. Ouais, parce que tu peux Euh, imaginer une collab, justement, en fait. À partir du moment où Bien tu m'as sûr, parlé de cette collab, là, maintenant, je peux imaginer des tas de trucs. Enfin, je me dis, c'est ça, une pâtissière, elle pourrait venir, je sais pas moi, avec des gants en velours. c'est ça, Et du coup, même quand elle serre la main de ses clients, enfin, je sais pas, on peut imaginer des tas de trucs, en fait. c'est ça. Il faut vraiment pas se limiter, il faut laisser libre cours à son imagination et il faut pas se limiter au domaine dans lequel on est. Il faut essayer de voir plus loin. Ah ouais. Même si ça peut être compliqué, mais il faut creuser. Mhm. Ben, le meilleur moyen de creuser, je pense, c'est de regarder ce qui se fait ailleurs. Tout à fait, c'est ça. Dans des domaines qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Il faut aller regarder à Bien sûr. l'étranger, il faut aller regarder au Japon, en Corée, ils font des trucs de malade. Ouais, ouais, ils Euh, sont avant-gardistes. Complètement, et ça peut vraiment donner beaucoup d'idées. Euh, la dernière question, c'était le packaging. Et ça, c'est la dernière qu'on prendra. On a plein de remerciements. Bah, écoutez, nous aussi, on vous remercie. Franchement, c'est un live qu'on a beaucoup aimé faire. On n'a même pas vu l'heure passer. Du coup, la dernière question sur le packaging. Alors, le packaging dans la Pouvez-vous fidélisation. Pouvez-vous nous parler de l'importance du design, du packaging du produit? Alors, pour moi, en tout cas, en effet, le packaging est hyper important pour la fidélisation du client. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, si par exemple ton client est dans une boutique ou s'il regarde sur Internet, c'est peut-être l'une des premières choses qu'il va voir. Donc, il faut qu'il soit, euh, comment dire, différenciant par rapport aux autres, mais aussi qu'il soit clair par rapport à ce que tu proposes. Oui, donc limite, il faut trouver un moyen d'intégrer son avantage concurrentiel directement sur le packaging. C'est ça. Mais comme je l'ai dit, tout en... comment dire euh, Je sais plus quoi de ce que j'allais dire. Voilà, en fait, il faut quand même rester concentré. Parce que des fois, à vouloir faire des trucs trop innovants, on se perd. Mhm. Donc certes, c'est important de se différencier, mais il faut quand même garder notre ligne conductrice. Notre identité de marque. C'est ça, tout à fait. Mhm. Yes. Eh ben écoute, Joanna, moi c'était un vrai plaisir de discuter avec toi ce soir. C'est toujours un plaisir, hein, Pareil, à chaque fois qu'on bosse ensemble, c'est toujours un plaisir. Mais là, je pense que le plaisir, c'était aussi de partager avec toute notre communauté, justement. Chez Powys, la communauté, c'est hyper important. On a beaucoup d'échanges avec nos abonnés, que ce soit sur Insta ou dans notre communauté privée, parce qu'on a aussi une petite communauté privée. Et yes. du coup, je rappelle que pour ceux qui sont intéressés pour intégrer la formation, eh bien, vous pouvez contacter Johanna qui a suivi notre formation avant de devenir business trainer chez nous. Donc, elle pourra vous dire un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Si vous avez besoin de conseils sur votre projet, on a des créneaux téléphoniques qui sont ouverts cette semaine. Donc, on a des créneaux qui sont ouverts jusqu'au 29. Profitez-en, ce sont des créneaux gratuits. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Envoyez-nous un MP si vous voulez avoir la moindre information. Et voilà, bah, moi je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à De très même. vite. À très vite et merci beaucoup. Merci, bonne soirée, salam alaikum. Bonne soirée. Akoum Selem.